Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo spéciale V60 où je vais vous expliquer toutes les modifications à faire pour fiabiliser cette machine qui va bientôt avoir 20 ans. Donc là le modèle c'est la RSV 1000 Factory millésime 2004. Donc il y a pas mal d'organes qui sont communs à tous les V60, donc les petites modifs peuvent servir un peu à tout le monde. Alors il y a plusieurs modifs, je vais vous parler de la modification de la béquille, circuit de charge, circuit de démarrage, l'embrayage et d'autres petits points qu'on va étudier. Et je vais essayer de faire taire quelques mauvaises idées reçues concernant cette machine. Alors la première modif à faire, la béquille. La béquille qui d'origine, on peut le dire, c'est une vraie merde. Ça occasionne plusieurs chutes de moto. Moi ça m'est déjà arrivé 2 fois. Et bon, du coup j'ai investi dans la béquille de remplacement. Vous pouvez prendre la béquille de Honda CBR, et là j'ai pris un modèle SC57, donc c'est le plus gros modèle de béquille qui est, on va dire, plug and play. Voilà, j'ai juste à se reconnecter au niveau du ressort et puis du capteur de béquille qui est ici. Voilà pour la béquille. Alors la béquille vous pouvez retrouver en occasion dans les sites de casse moto, ou sinon vous avez des lots de temps en temps sur Apria Performance. Je leur fais un peu de pub, j'ai jamais commandé chez eux, mais c'est un site en Angleterre où ils ont pas mal de stock, et de pièces concernant les V60. Donc là c'est vraiment la modif indispensable si vous servez de votre moto sur route, et pour la béquiller et partir sereinement sans arrière-pensée. On va passer à problème de stator. Donc le stator qui est placé là sur la partie gauche de la moto, derrière le carénage. Alors le stator, qu'est-ce qui se passe avec le stator? C'est qu'il a tendance à griller, donc ça grille plus ou moins rapidement. Et la solution la plus optimale qui a été trouvée, c'est de reprendre un stator d'origine. Le stator d'origine de chez Apria, qui a été modifié suite à vos premiers modèles. Le premier modèle sur cette factory là, et c'était la mauvaise série, et ils ont fait une amélioration du stator, et normalement il n'y a plus de problème si vous prenez la dernière référence chez Apria. Sinon vous avez tout ce qui est adaptable, ça dure plus ou moins longtemps, donc si vous avez de la chance ça va durer, sinon ça peut durer 1000 km et griller à nouveau. Donc là vraiment la solution de fiabilité c'est l'origine. Pour remplacer le stator, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé le stator et le câblage je l'ai fait passer. Au lieu de le faire passer entre les deux cylindres, je l'ai fait contourner la colonne de direction. Donc de ce côté-là. Et on vient donc le brancher dans le régulateur. Donc pour fiabiliser encore plus la chose, eh bien, moi j'ai changé le régulateur. J'ai pris un régulateur Shindengen, pour la prononciation, excusez-moi. C'est un SH847, donc c'est vraiment le top du top, ça coûte un peu cher, et je l'ai commandé chez Roster Stickle aux USA. Il n'y a que là que j'ai trouvé d'ailleurs, et il est censé empêcher la surchauffe de stator. Donc depuis que j'ai mis ça, j'ai pas de soucis de ce côté là. C'est vraiment un bon investissement, mais sinon vous avez un peu moins cher, vous prenez les Movset FH0020 de mémoire. C'est moins cher, c'est ce qui se monte sur les Yamaha notamment. Et ça résout le problème. Donc à partir de ce régulateur, j'ai branché les câbles directement, pardon c'est les rouges, à la batterie. Alors hop, on va aller jusqu'à la batterie. Alors, un branchement en direct sur la batterie. Bon, j'ai mis une batterie au lithium aussi, j'ai tout fiabilisé vraiment le circuit de charge. Alors, il y a un fusible qui est fourni avec le câblage. Le câblage, je l'ai eu avec le régulateur. Voilà. Donc là, c'est pour le circuit de charge. Une fois que vous avez changé le régulateur par un plus performant, le stator, et puis que vous avez connecté ça en direct, ça fonctionne très très bien. Les câbles d'origine, je les ai cachés derrière ici.
Je les ai isolés, ils sont isolés et ils servent plus, ils sont plus branchés. Ensuite, eh bien, pour le circuit de charge, c'est bon. J'ai fiabilisé aussi le circuit de démarrage. Alors, le circuit de démarrage, eh bien, j'ai pris un kit déjà tout prêt, avec des câbles plus gros. Alors, je sais pas si on le voit là. Ici, il part ici, jusqu'au relais de démarreur. Alors, j'ai changé. J'ai changé également le relais de démarreur qui est caché derrière la coque arrière là. À l'origine, c'est un 50 ampères et bon, pour fiabiliser encore le truc, il faut passer en 150 ampères. Donc un relais, ça se trouve facilement sur internet, même sur Amazon, il y a des relais 150 ampères. Ça coûte pas très très cher et c'est pas mal. Donc le circuit de démarrage, en fait, c'est des câbles plus gros qui vont jusqu'au démarreur, qui est caché là derrière. Hop. Ici, là, les câbles. Donc pour le positif, et vous avez également le câble négatif qui se connecte sur la partie gauche de la moto. C'est un peu plus chiant à mettre, le câble, il est caché sous le réservoir, là l'accès n'est pas très pratique, mais bon, j'y suis arrivé, donc normalement tout le monde peut y arriver. Alors le câble de démarrage, je l'ai commandé il y a quelques années déjà, auprès de John Walker, en anglais, qui a fait ça... on va dire, en petite série au départ, et puis maintenant, il fournit directement un prix à performance. Donc vous pouvez trouver ça aussi sur le site. Ça coûte relativement cher, hein. Si vous avez tout le matériel, vous pouvez le faire vous-même. Par contre, si vous n'avez pas le matériel, ça vaut peut-être pas le coup d'investir, ça vous reviendra quasiment au même prix, quoi. Sinon, vous avez un câble aussi qui est proposé sur un site américain, mais bon, du coup, ça coûte beaucoup plus cher. Donc je vous conseille soit le faire vous-même, soit passer par un prix à performance ou quelqu'un d'autre qui peut vous le faire. Donc il faut prendre une section plus grosse et après ça démarre, franchement la moto là démarre au quart de tour. Il n'y a vraiment plus de problème de ce côté-là. Donc je pense que j'ai tout fiabilisé. Pour ça c'est tout bon. On va repasser de l'autre côté. Vous avez le circuit de charge et on va parler de l'embrayage. Alors l'embrayage, problème d'embrayage. Alors qu'est-ce qui se passe? Toujours problème de chauffe, là au niveau de l'embrayage. C'est un problème de chauffe également. Du liquide et des bulles qui se créent dans le circuit hydraulique. Parce que c'est un embrayage hydraulique, si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Alors qu'est-ce qu'on peut faire sur ce circuit? La première chose à faire, c'est de faire une purge, refaire la purge pour chasser les bulles. Donc la purge, il faut la faire d'abord par le récepteur, donc par la vis de purge. Donc une purge normale. Vous chassez l'air par ici. Et par contre, il ne faut pas oublier de le faire également au niveau du levier d'embrayage, par cette vis-là. Donc ce qui s'est produit, moi j'avais déjà emmené plusieurs fois en concession pour faire des purges, des changements de liquide d'embrayage. Et les gars, souvent ils oubliaient de me purger au niveau du levier. Ce qui fait que je repartais et au bout de 1 km ou 2, impossible de repasser au point mort ou d'enclencher les vitesses. Donc c'est un peu embêtant, donc je revenais à chaque fois et il me refaisait la purge complète pour résoudre le problème. Ensuite, s'il y a toujours des difficultés, vous pouvez changer le récepteur d'embrayage. Bon là c'est plus pour apporter de la souplesse dans la poignée qui est assez ferme d'origine, assez difficile. Moi je ne l'ai pas fait parce que les avis sont partagés là-dessus. Il y en a qui disent que ça n'a pas trop d'intérêt, ça apporte pas trop de confort, et il y en a d'autres qui ont eu des difficultés à les monter et qui sont pas forcément contents. Donc ça c'est le deuxième point à faire. Ensuite, pour faciliter encore un peu plus l'embrayage, il faut vérifier votre jet. Donc le gicleur qui se trouve là au-dessus, derrière la vis qui est cachée, on la voit pas bien là, au-dessus du couvercle du filtre à huile. Donc il faut enlever la vis et regarder le gicleur. Le gicleur, moi je l'ai changé parce que à la base, donc le gicleur il est là, c'est une toute petite pièce, vous voyez. Hop là, voilà le gicleur. Donc moi à la base j'avais un Jet 60. Donc le Jet 60 c'est ce qu'ils ont monté en première monte.
et après ils sont passés au jet 40. Donc c'est pour ça qu'on dit, vous allez lire un peu partout qu'il faut changer et mettre un jet 40. Donc je pense que le jet 40, ça doit être le diamètre du trou dans le gicleur, hein. C'est un peu plus petit, ce qui doit envoyer une pression un peu plus forte. Donc c'est pas trop compliqué à enlever, il faut le dévisser. De temps en temps il est un peu coincé, donc là il faut y aller avec un petit cure-dent que vous insérez dans le trou du gicleur et vous tirez dessus, ça vient normalement. Après si c'est plus compliqué, j'ai pas d'autre méthode, mais normalement avec le petit cure-dent ça passe bien. Alors ensuite, toujours pour l'embrayage, on va repasser de l'autre côté. Alors il y a deux choses à faire pour l'embrayage en plus. Eh bien vous pouvez changer la membrane PPC. Alors la membrane PPC, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est ça. Je l'ai changé, moi. Bon, en préventif, hein, parce que j'étais pas sûr que ça soit ça vraiment le problème. Donc il faut ouvrir bien sûr le couvercle d'embrayage. Changer la membrane, c'est pas compliqué, hein, ça se fait très bien. Et ça résout certains problèmes au niveau de l'embrayage. Alors vous pouvez changer aussi le clapet PPC. Alors clapet PPC, c'est ça, c'est cette pièce-là. Alors elle est cachée sous le réservoir. C'est pas très accessible, hein, j'en ai chié pour l'enlever et puis la remettre. Mais en cas de souci, vous pouvez également changer cette pièce-là. Donc après pour l'embrayage c'est à peu près tout. S'il y a encore des problèmes, c'est sans doute que les disques commencent à être usés et là il faudra s'attaquer complètement au changement de disque. Ensuite on a, on est de ce côté-là, on va continuer. Problème de frein arrière. Donc toujours problème de chauffe. Et là ça entraîne sur les V60 quasiment tous les modèles, il n'y a pas de frein arrière, ça fonctionne pas. Vous appuyez, en général on prend l'habitude de ne pas s'en servir. Ce qu'il faut faire, moi je l'ai pas fait parce que ça freine encore un petit peu, mais sinon vous pourrez déplacer la mètre cylindre et venir la mettre comme sur les modèles suivants, enfin les RSV4 par exemple. Là j'ai mis des cale-pieds des RSV4, donc il y a l'emplacement pour placer le mètre cylindre à l'arrière, et là il chauffe plus, il est plus placé sous le moteur, donc il chauffe plus, et c'est censé corriger le problème, et je pense qu'effectivement c'est efficace. Moi, ce qu'il y a, j'ai vu qu'un ancien propriétaire avait mis une petite protection au niveau du bocal. Je sais pas si ça sert à quelque chose. Mais bon, en tout cas, ça freine encore un petit peu, donc j'en suis pas forcément mécontent. Alors, on a fait le tour pour les gros points à changer. Je vais vous parler des jantes. Alors, les jantes, ça fait rigoler, les jantes. On va se placer de l'autre côté. Alors les jantes, sur les modèles Factory et sur les premières générations, sur les versions R, c'est des jantes en alu forgé. Donc en alu forgé, c'est un peu plus léger que les jantes en alu moulé. Et ce n'est pas des jantes en magnésium, parce qu'on peut dire ça un peu partout. Souvent les gens qui revendent leur moto, qui ne savaient même pas ce qu'ils avaient comme moto, ils marquent les jantes sont en magnésium. Bon. Ça existe, hein, les jantes en magnésium, mais à ma connaissance, on les trouve chez Aprilia que sur la version à tirage limité RSV1000 Nera. Donc la même génération que celle-là, mais en version Nera, qui a dû être tirée, je sais plus trop combien d'exemplaires, 150-200 exemplaires, et qui coûtait plus de 30 000 € à l'époque. Donc sinon, c'est des jantes en alu forgé. Et pour s'en assurer, alors je sais pas si on va voir là, mais bon, c'est gravé sur le pourtour de la jante. Voilà, à l'avant, à l'arrière, jante en alu forgé. Hop, je vais tomber le matériel. Ensuite, eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, amélioration, on en est là. Ce qui est sympathique pour la route, c'est de passer en pignon sortie de boîte, de remplacer le 16 dents d'origine par du 15 dents. Donc là, hop, pignon sortie de boîte, c'est celui-là. Passer en 15 et 42 sur la couronne, 42 dents. 15-42, c'est ce que j'ai mis, c'est vraiment plus souple à bas régime et ça évite de passer la première, quoi. Vous passez les ronds-points en deuxième, etc. Les petites difficultés. Vraiment pour la route, ça c'est bien. Après, chacun fait au mieux, hein. Pour la piste, vous pouvez garder en 16-42, ça tient plus long, hein.
Mais sinon, voilà pour la pignon sortie de boîte. Alors, on a presque fini. Les problèmes de compteur. Alors, il y a les problèmes de recette compteur. Moi, j'ai pas eu ce problème de recette compteur. Le seul problème que j'avais eu, c'est au début, quand j'ai eu la machine, c'est le problème de buée. Donc j'avais fait changer le compteur, et en fait, quand on change le compteur, ça remet à zéro aussi. Donc ça fait un reset compteur, mais par la même occasion. Pour les problèmes de buée, j'avais lu qu'on pouvait faire un petit trou derrière le compteur pour laisser passer de l'air. Je ne l'ai pas fait, hein, parce que bon, la buée, de toute façon, ça vient, mais ça finit par disparaître aussi. Et pour les problèmes de reset compteur, ce qui est préconisé, c'est surtout quand vous retirez votre batterie, et ne pas vous tromper, de commencer par retirer toujours le fil négatif en premier et le positif en second. Voilà. Pour finir, je vais vous parler un peu de l'huile. Un gros sujet de l'huile, hein, puisqu'on a la question récurrente toutes les semaines, quelle huile je mets dans mon V60. C'est pas compliqué, hein, il n'y a qu'à suivre les préconisations constructeurs. La préconisation, c'est du 15W50 en semi-synthèse. Donc vous n'avez pas 50 000 choix pour l'huile, hein, semi-synthèse. Moi j'ai mis de la Castrol dernièrement, Castrol Power 1, donc au préco-constructeur. Et sinon, je fais un peu de la pub pour par tracing avec un membre du forum, Vince V60, qui vend de l'huile Seven. Il a fait une étude avec le distributeur pour voir que c'était vraiment l'huile qu'il fallait pour notre moto, pour réduire justement les problèmes d'embrayage. Donc j'en ai déjà mis, hein, ça... Bon après, moi j'ai pas senti énormément de différence, mais j'ai pas eu de soucis non plus au niveau de l'embrayage quand j'ai mis cette huile là. Donc si vous voulez faire marcher un peu le commerce avec Vince, n'hésitez pas, hein, en plus vous achetez en France, donc il n'y a pas de souci. Voilà, on a fait à peu près le tour. Donc merci pour ceux qui sont allés jusqu'au bout de la vidéo. Je mettrai les caractéristiques de la moto dans la description de la vidéo. Sinon, je vous invite fortement à aller vous inscrire sur le forum Appris AV60. Consulter tous les posts qui ont été créés. Déjà, là, c'est vraiment une mine d'informations. Je pense que si vous avez une question, vous pouvez aller taper surtout dans la fonction de recherche, hein, vous allez trouver à peu près tout ce qu'il vous faut comme info. C'est la première chose à faire. Après, Facebook c'est bien, mais c'est de l'instantané, et les réponses à vos questions, c'est pas forcément toujours évident à retrouver les réponses. Vraiment sur le forum, vous aurez tout, et en plus, si vous avez d'autres éléments que j'aurais omis pour fiabiliser ou pour améliorer la moto, vous ne le trouvez pas dans la fonction recherche sur le forum, vous allez créer votre post, et puis comme ça partagera les infos avec toute la communauté, quoi. Voilà, merci à tous d'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre des commentaires, hein, si vous avez d'autres idées ou des remarques ou des petites choses à ajouter, ça sera les bienvenus, ça servira à tout le monde. Voilà, allez, encore merci pour votre écoute, et à bientôt pour une prochaine vidéo.